Bonsoir à tous, mardi 12 avril, bienvenue dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le groupe City veut construire 406 logements de luxe en bord de mer sur le terrain de l'ex-Tahiti Village à Punaauia. Une étude d'impact est en cours, nous entendrons les premières réactions des habitants. Dans notre page dédiée à la présidentielle, nous reviendrons sur le parcours d'Emmanuel Macron et des liens qu'il a tissés avec la Polynésie. Le président sortant sera face à Marine Le Pen au second tour. La zone Indo-Pacifique est un nouvel espace stratégique, lui aussi impacté par la guerre en Ukraine. La puissance chinoise inquiète. L'Australie accélère sa course à l'armement. Nous parlerons du rôle de la France et de ses collectivités dans cette nouvelle zone d'influence. Le contre-amiral Jean-Mathieu Ray, commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française, est notre invité ce soir. Pour terminer, ne manquez pas notre immersion dans un camp d'ados au Whenua Eihere de Tautira. Le ministre de la Jeunesse, Naya Bennett, était attendu par des animateurs du centre de vacances. C'est le plus grand projet immobilier jamais envisagé à Punaauia. 406 logements de luxe en bord de mer sur l'ancien site du Tahiti Village. Une étude d'impact est consultable à la mairie ou sur Internet. La population a jusqu'au 11 mai pour se prononcer. On voit cela avec Stéphane Ratino et Patrick Tinsing. Plus de 3,5 hectares, la plage vue sur mer et au loin Moréa. Le site déjà majestueux promet une écriture marketing donnant aux futurs habitants l'assurance de jours heureux. Les premières esquisses laissent voir une architecture au style harmonieux. Reste que l'annonce d'un tel projet a circulé dans la ville de long en long. Les citoyens en parlent, évaluent à hauteur de leur vie quotidienne ses effets. Depuis hier, une étude d'impact préalable est en mairie. La population y apporte ses commentaires, déjà nombreux. Je ne pense pas que les jeunes foyers de Punaauia auront les moyens d'acheter ces appartements à plusieurs dizaines de millions. Donc c'est pratiquement inabordable pour les ménages polynésiens. Et c'est ça qui me navre. On n'a pas beaucoup de plages publiques. Et là, en plus, si on prend là-bas, je suis sûr qu'ils vont privatiser la plage, quoi. Pour nous qui venons de Paia, c'est un vrai problème. Déjà, là, en ce moment, il n'y a pas encore le projet là, en construction. C'est déjà bouché comme ça, sans la construction. Là, Et sur la clôture du terrain, des pancartes disent un refus. Elles ne portent pas de signature, mais l'histoire qu'elles laissent entrevoir est un brin cocasse. L'auteur de cette protestation, c'est cet homme. Il est l'occupant de cette parcelle depuis 82, dit-il, non sans s'appuyer sur une série de témoignages. Il a saisi un avocat et le revendique la propriété en vertu de la règle de l'usucapion, 30 ans de présence. C'est pas moi qui va me dire c'est moi le propriétaire de cette terre-là. C'est la justice. Parce que le dossier, il est parti là-bas, à la justice. Hein? Je suis là. On n'a pas fait la guerre. Hein? On n'est pas là pour se taper dessus et pour... non. On est là sur cette terre-là pour négocier, pour savoir, pour dire comment il faut arranger cette affaire-là. Et j'attends la réponse de la justice. Au-delà de cette péripétie, dans le projet, la mairie de Punaauia et ses élus n'ont que peu de documents. Mais l'étude d'impact est regardée en détail. Un certain nombre de plans communaux encadrent d'ailleurs tous les projets d'urbanisme. La municipalité n'a qu'un avis consultatif. La délivrance des permis est une compétence du pays. La ville veut argumenter sa position à venir. À l'image des citoyens, elle a aussi un mois pour le faire. Nous, ici, à la commune de Punaauia, on n'a aucun dossier, on n'a rien. On a juste ce de fond de dossier qu'on nous a transmis, c'est le bureau d'études pour l'étude d'impact. Alors, quel avis on pourrait donner? C'est sûr qu'on a une approche un peu remplie d'inquiétude et d'interrogation. Hein, et moi, ce que je veux répéter, et je pense que je ne vais pas travestir les propos de Tawana Simplicio-Lissan, c'est que nous sommes les élus de la commune de Punaauia, et les gens qui nous ont élus ici, au conseil municipal, c'est la population de Punaauia. Ce ne sont pas les promoteurs, les investisseurs ou qui que ce soit. Et donc, si on doit rendre des comptes, on rendra des comptes d'abord à notre population. L'avenir de ce terrain intéresse bigrement les citoyens. En une journée, plus d'une centaine d'avis a été signé en mairie. Justice, 9 prévenus sont jugés à partir d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel pour trafic d'ice. Plusieurs importations ont été réalisées entre 2017 et 2019 depuis les États-Unis. Les prévenus dans ce dossier sont bien connus dans le milieu de l'ice et certains ont déjà été condamnés. Les prévenus en récidive encourent 20 ans de prison.
L'actualité judiciaire marquée également par une 4e mise en examen dans l'affaire dite des bonbonnes toxiques, une affaire de pollution marine après l'immersion du Kuraura 2 début 2019. Selon nos confrères de Tahiti Info, Miri Tatarata a été entendue pendant près de 3 heures par le juge d'instruction Frédéric Vu, puis elle a été mise en examen pour plusieurs infractions relatives à la violation du Code de l'environnement. Selon son avocat, elle n'était pas au courant. L'actualité politique à présent avec le 2e tour de la présidentielle. Ce soir et demain soir, nous vous proposons un portrait des 2 candidats encore en lice pour l'élection présidentielle, leur parcours et leur lien avec la Polynésie. Aujourd'hui, zoom sur le président sortant, Emmanuel Macron. Passé de la finance à la politique, il était en visite officielle au Fénois l'année dernière. Retour en images avec Lucille Guichet-Tirao et Lionel Petit. Malgré les gilets jaunes et la crise Covid, Emmanuel Macron arrive en tête de ce premier tour avec 27,8%. Comme en 2017, il sera face à Marine Le Pen. Et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Parce que vous avez un rapport à la vérité qui n'est pas le bon. C'est le propre de tous les extrêmes. Donc c'est votre fonds de commerce, je ne vous en veux pas. Diplômé de l'ENA, Emmanuel Macron n'est pas un homme politique à ses débuts. Il commence comme inspecteur des finances, puis banquier d'affaires. Membre du Parti socialiste, il devient ministre de l'économie sous François Hollande en 2014. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. En 2016, il prend ses distances, démissionne du gouvernement et fonde le mouvement En Marche, qui reprend ses propres initiales. Il se positionne à la fois de droite et de gauche. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Lors de la présidentielle de 2017, le Tapura soutient d'abord François Fillon au premier tour. Emmanuel Macron récolte 14% des voix en Polynésie. Au deuxième tour, il bénéficie du soutien du Tapura et arrive en tête avec plus de 58%. C'est évident que nous n'allons pas voter pour Le Pen. Et comme je ne veux pas qu'il y ait d'abstention, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. À 39 ans, il devient alors le plus jeune président français. En 2021, il est en visite officielle en Polynésie. Sa position sur le nucléaire y est très attendue. Sur les essais, la balance est à mettre de mon côté, sur la vérité. Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi, après qu'on vous ait menti si longtemps en ne partageant pas les informations. Emmanuel Macron reconnaît une dette, mais ne présente pas d'excuses au nom de la France. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Il visite l'hôpital du Taoné, mais un mois plus tard, en pleine crise sanitaire, ses détracteurs lui reprochent le manque de réaction de l'État. Premier président à fouler le sol marquisien, il soutient le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il enterre le projet aquacole chinois à Ho, mais s'engage à ouvrir une compagnie RSMA sur l'atoll. Aujourd'hui, il s'engage auprès des Polynésiens dans une vidéo. Il faut importer moins. Il faut viser d'autosuffisance alimentaire, il faut réduire les importations d'hydrocarbures et développer massivement les énergies vertes. Pour tout cela, il faudra repenser notre défiscalisation pour accélérer ces investissements. Le président sortant est soutenu par le Tapura Wiratira. Le président du Amuiteir Aotenuna à Maohi s'est rendu à Ho, au Tuamotu. Gaston Floss a expliqué le changement de nom du parti Orange. Il a ensuite présenté ses candidats aux législatives du mois de juin, en l'occurrence les 2 candidats de la première circonscription. Le Vieux Lion a ensuite rappelé qu'il soutenait Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. On l'écoute au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Personnellement, je demande à voter pour Marine Le Pen. Mais nous avons convoqué le conseil politique pour demain 16h, dès notre arrivée à Papeete, au retour de Ho, pour valider la décision et ensuite nous mettre en route pour faire la campagne en faveur de Marine Le Pen. Un autre pilier de la vie politique locale, le maire de Fa'a'a, Oscar Temaru, voit un sens politique à l'abstention des électeurs polynésiens lors du premier tour.
consigne de vote du Tavini Huiratira. Elle exprime selon le leader donc indépendantiste, le souhait du peuple polynésien de s'administrer souverainement. Fin de citation. Pour le deuxième tour, Oscar Temaru donne la même consigne à ses partisans. Il explique à Jacques Damour. Le droit de nous abstenir nous revient. Et c'est pour ça que je dis que cette fois-ci, ce n'est pas simplement nous abstenir pour nous abstenir. Nous avons ce droit de souveraineté, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous pouvons utiliser dans n'importe quelle circonstance, aller voter ou ne pas aller voter. Nous décidons pour les législatives, nous irons voter. C'est notre droit. Voilà. Et voilà qui referme notre page consacrée à la présidentielle. L'Indo-Pacifique, on va parler dans un instant de notre place au sein de cette nouvelle zone d'influence avec un paramètre qui change la donne, la guerre en Ukraine. L'Australie réagit avec une course à l'armement. Inquiète de la présence chinoise, Canberra accélère ses achats de missiles à longue portée. Les explications de Bruno Satt. 3,5 milliards de dollars australiens, soit plus de 2,4 milliards d'euros ou encore plus de 292 milliards de francs pacifiques. L'Australie met la main au portefeuille. Objectif, accélérer de plusieurs années l'augmentation de ses capacités de dissuasion via le réarmement de ses avions et navires de guerre, notamment en missiles à longue portée. Une décision motivée par la menace chinoise et les leçons de la guerre en Ukraine. Le monde a été choqué par ce que nous avons vu en Europe et en Ukraine. Nous espérons et prions pour que cela ne se propage pas à d'autres pays, mais nous sommes également très inquiets de ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique et c'est pourquoi l'Australie se prépare et s'assure que nous pourrons faire face à tout acte d'intimidation contre notre pays. On craint bien sûr une attaque anticipée de Taïwan par la Chine. Mais surtout, Canberra redoute le projet de pacte de sécurité entre les îles Salomon et l'Empire du Milieu qui fait suite au rapprochement entre les deux pays. Pékin, de son côté, nie toute volonté belliqueuse et accuse les sceptiques d'aggraver les tensions. Le point de départ de la coopération en matière de sécurité entre la Chine et les îles Salomon est de maintenir la sécurité de la vie et des biens des personnes et n'a aucune connotation militaire. Les remarques et spéculations des médias sont sans fondement et ont des arrière-pensées. Reste que les militaires de Pékin pourront venir aux Salomon afin, entre autres, de maintenir l'ordre. De même, les navires de guerre chinois auront la possibilité d'y faire escale et de s'y ravitailler. Cela fait craindre l'installation à terme d'une base navale. Jean-Mathieu Ray est notre invité ce soir. Bonsoir, amiral. Vous êtes commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française. L'installation éventuelle d'une base navale aux Salomon, est-ce que vous scrutez, vous aussi, le mouvement des Chinois ? Bien sûr, mais l'approche française est l'approche d'une troisième voie, donc refusant la logique des deux blocs que présentait votre reportage. D'un côté, les États-Unis d'Amérique et leurs amis, opposés à la République populaire de Chine et ses amis. La troisième voie française, c'est justement par la coopération, de chercher à gagner la guerre avant la guerre, et donc de l'éviter, sachant que nous sommes des alliés des Américains, mais nous ne sommes pas alignés derrière eux, et même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec la République populaire de Chine, nous maintenons un dialogue avec eux, et à mon niveau, en tant que commandant de zone Asie-Pacifique, j'ai un alter ego chinois avec qui j'ai des échanges périodiques et un dialogue le plus franc possible. Du 31 janvier au 7 avril, vous avez mené la mission Asie 2022 dans votre zone de responsabilité, donc la zone Asie-Pacifique. Quel était l'enjeu de cette mission ? Alors, la France, la République française, est une nation d'Indo-Pacifique. De Mayotte à la Polynésie française, nous sommes environ 2 millions de citoyens français à y vivre, avec 9 millions de kilomètres carrés de zone économique, ce qui fait de la République française le pays ayant la plus grande zone économique. Donc nous avons des enjeux, et nous avons en particulier des forces militaires qui y sont basées,
Nous sommes 7000 militaires en permanence, avec 15 bâtiments et une quarantaine d'aéronefs, c'est-à-dire d'avions et d'hélicoptères. Et avec ces moyens en permanence basés, nous cherchons à évaluer de façon autonome la situation. Et c'est ce qu'a fait le Vendémiaire dans le cadre de sa mission, au départ de Nouméa, en Extrême-Orient, qui est une partie stratégique, l'Extrême-Orient, de l'Indo-Pacifique. Vous y étiez en plein déclenchement de la guerre en Ukraine. Étiez-vous sur vos gardes? Alors, la guerre en Ukraine était évidemment au centre des préoccupations. Vous savez que l'agresseur, la Russie, a une façade dans le Pacifique, et donc nous avons regardé attentivement les réactions des forces russes. À l'époque, le 24 février, il y avait 80 unités de combat russes sur les différentes mers du monde, et en particulier une vingtaine dans le Pacifique. Ça se traduisait comment concrètement? Vous étiez vigilant? Donc il fallait, là encore, être en mesure de comprendre les réactions des différentes unités, de maintenir un contact lorsque nous étions à proximité les uns des autres. Et c'est ce que nous avons conduit dans les premières semaines des opérations. Parce que vous étiez dans les mers les plus militarisées du globe, hein, avec donc la frégate de surveillance Vendémiaire, vous l'avez dit. Quels sont les mouvements qui vous inquiètent particulièrement? Qu'est-ce que vous surveillez concrètement? Vous avez le droit d'évoluer sur place comme vous le souhaitez? Alors, la France cherche à connaître la situation, mais aussi à promouvoir, défendre le droit international, et en particulier, ce qui est très important, la liberté de navigation. Donc en haute mer, dans la très grande partie des mers de Chine, des Philippines, donc ce qu'on appelle l'Extrême-Orient, nous sommes libres de naviguer, et c'est un droit que nous exerçons, en particulier dans les détroits internationaux, pour être en mesure de voir ce qui s'y passe, et aussi d'agir, en particulier au large de la Corée du Nord, dans le cadre d'une mission de l'ONU contre la prolifération nucléaire en Corée du Nord. Il y a un embargo auquel le Vendémiaire a participé et auquel la République française est partie. Oui, parce que la Corée du Nord qui tire des missiles sans prévenir, ça pose question tout de même. Effectivement, alors cet embargo n'est pas parfait. On voit que les pressions, en particulier économiques, ont leurs limites. Vous évoquiez l'Ukraine, on voit bien que ça ne résout pas tout, mais ça permet de ralentir le programme de prolifération pour essayer de trouver des solutions politiques. C'est la solution que la France promeut. Très rapidement, pour terminer, au mois de mai, vous allez convier des Américains à l'exercice Marara 2022. C'est une première? Alors, c'est un exercice qui est fait tous les 2 ans et qui rassemble cette année, c'est une première, 16 nations, dont les États-Unis d'Amérique, et nous serons 1 millier à nous entraîner à l'assistance humanitaire. Ce que nous avons fait au Tonga, c'est un de cœurs de métier des forces que je commande ici. L'autre cœur étant la protection de notre zone économique. Et là aussi, nous cherchons à développer la coopération. C'est pour ça que nous avons fait un séminaire de la fonction garde-côte dans tout le Pacifique, séminaire que nous avons fait pour la première fois en novembre dernier à Tahiti. Un grand merci, Jean Mathuré. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. La Petrei Express fête sa première année d'existence, un succès qui conduit le groupe de Gage à investir dans un nouveau navire pour desservir les îles sous le vent, un bateau plus adapté à la houle. L'ancien Aremiti 5 servirait du coup à relier Papeete et Tayarapu Ouest, des projets prévus pour l'année prochaine. Les explications de Tuanua de Gage au micro de Théophane Telitoa et Alihoe Tifaafana. Pourquoi ne pas essayer une liaison Trabant-Papeete tous les jours? On départ 6 heures et arriver Papeete vers les 7 heures. Mais ça, il faut qu'on discute avec le gouvernement parce que c'est une ligne qui ne peut être mise en place qu'avec l'accompagnement du pays. Pour le moment, on est sur une rotation par jour. On voulait transporter 700 passagers à 6 heures du matin depuis Trabant, arriver à 7 heures ici à Papeete, et retourner le soir vers les environs de 16 heures, arriver 17 heures sur Trabant. Et décidément, le tourisme reprend des couleurs. La société Tahiti Nui Travel et ses filiales pourraient être rachetées par Louis Van. En tout cas, l'homme d'affaires polynésien a entamé les démarches auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence. Louis Van avait déjà racheté l'hôtel Sofitel de Moorea au Samoan. Frédéric Gray.
C'est déjà la deuxième semaine de vacances scolaires. 29 centres de loisirs ont ouvert leurs portes, dont 20 sont affiliés à l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse. Elle a convié le nouveau ministre Naya Bennett à visiter ces structures et faire connaître leurs besoins financiers. Un problème qui est loin de préoccuper les jeunes vacanciers. David Chang, Mirko Vanfo. C'est l'événement de la semaine, même si pour ces jeunes, il s'agit davantage d'accueillir le champion de beach soccer. Pour en arriver là, ils ont consacré une journée à préparer haka, orero et autres danses. D'habitude, moi, je danse que devant le main, sinon devant les ministres, jamais. Alors, ce serait pour moi une première et ce serait peut-être bien. Et dès que la musique elle part, vous allez avancer un peu pour démarrer votre pays. Un travail de groupe qui leur permet de développer leur sens de la cohésion. Les valeurs de respect de chacun, parce qu'ils viennent de tout horizon, de tout archipel, de la Polynésie, de Tupu'e et de Rarumatae, des Marquises, de Tuamotu. Et donc le fait de se retrouver ensemble, ça fait un partage culturel quand même très intéressant et riche. Car dans ce centre, on ne fait pas que s'amuser, on apprend le savoir-vivre en communauté et ça passe d'abord par les corvées. C'est comme à la maison, tu fais le ménage, c'est comme si tu fais le ménage à la maison. Tout ça c'est normal, il faut le faire. Ben oui, sinon personne ne va le faire. On est obligé de faire. On ne va pas laisser l'endroit où on vit sale aussi. Ce centre de vacances est aussi une sorte de sevrage pour ces adolescents hyper connectés. C'était sur nos téléphones et au fil des jours, nous avons un peu oublié nos téléphones. On avait des activités que les animateurs proposent, je crois. Avec l'accueil de jeunes le week-end, la Fédération sportive et culturelle de France a accueilli entre 1500 et 2000 adolescents l'an dernier. Vous avez été nombreux à suivre l'élection de Miss Marquise sur notre page Facebook ce week-end. Ce soir, après le journal, vous pourrez revivre les meilleurs moments de la soirée sur le thème Témoin Nanui Hiva, un événement présenté par Eva Al-Itei et Tetinote Al-Itehahe. Regardez cet extrait. Faoura, Miss Marquise 2022. La candidate numéro 4. Bravo, Vaihinaura. L'écharpe qui est remise par notre charmante Miss Tahiti. Son diadème, remis par Tumuria O'Connor, Miss Marquise en 2019. Le bouquet, lui, sera remis par Le bouquet sera remis par Vanessa, notre candidate numéro 6. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. 406 logements de luxe en bord de mer sur l'ancien site du Tahiti Village à Punaauia. C'est le projet envisagé par le groupe City. Une étude d'impact permet à la population de la commune et même ceux qui n'y résident pas de faire part de leurs doléances jusqu'au 11 mai. Et puis, sachez que Heya Teina, première vice-présidente de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, nous a quittés après une longue maladie. Originaire de Raiatea, elle était issue d'une famille d'agriculteurs. Elle était connue pour être au service des autres et de l'agriculture biologique avec ferveur et humilité. Au programme de votre soirée, sur la première, l'élection de Miss Marquise, puis le téléfilm Flic, tout simplement. L'équipe technique et la rédaction de la première se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur nos antennes. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.